1995. Les bases militaires spatiales ne sont pas encore une réalité et les systèmes de défense type guerre des étoiles, envisagés au lendemain de la guerre froide, ne sont plus d'actualité. La conquête de l'espace se conçoit désormais comme une entreprise pacifique, fruit d'une coopération internationale. À bord de la station orbitale Mir, des Soviétiques et des Américains travaillent ensemble. En fait, les débuts de la coopération spatiale entre l'URSS et les États-Unis remontent à 1972. Dans le climat de détente qui s'est peu à peu instauré, les deux superpuissances décident alors de réaliser le premier rendez-vous international avec arrimage dans l'espace. Ce sera la mission Apollo-Soyouz. Ce rendez-vous se veut le symbole de l'union entre les nations. Les rivaux d'hier ont décidé de tirer un trait sur leur conflit passé pour entreprendre ensemble l'exploration de l'espace. Ignition sequence start. Reporting from London, another German V2 missile has struck the city. We choose to go to the moon. Au cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, deux cosmonautes se préparent à monter dans leur vaisseau. 15 étages plus haut, Soyouz est juché sur le puissant lanceur A2, véritable pierre angulaire du programme spatial soviétique. Six ans plus tôt, les Américains ont été les premiers à envoyer un homme sur la Lune, et dès lors, les Soviétiques ont réorienté leurs efforts vers un nouveau but, la mise au point de stations spatiales. C'est officiellement le 19e vol Soyouz. Les Soviétiques ont déjà utilisé ce vaisseau pour acheminer hommes et matériel vers la première station spatiale russe. Mais il s'agit cette fois d'une toute autre mission. Une mission qui pourrait bien changer le cours de l'exploration spatiale. This is Apollo Saturn Launch Control. The countdown has proceeded smoothly this morning. À des milliers de kilomètres de là, à Cap Canaveral en Floride, un lancement similaire se prépare. 6, 5, 4, 3, 2, Engine sequence start. 1, 0. Launch commit. We have a liftoff. All engines building up thrust. Moving out. Clear the tower. Roger, tower clear. Roger, Tom, you got good thrust on all engines. You're right on the money. 3 astronautes vont être injectés en orbite pour le dernier vol de la série Apollo et la dernière mission habitée américaine avant la navette spatiale. Il faut compter 2 jours de vol avant que l'équipage puisse tenter de réaliser l'objectif clé de cette mission historique. What about this? What you told me before about the ranging? Do you still have some doubts about that, or is everything resolved now? We're getting good ranging data now, Yuri. Сейчас мы получаем хорошие данные по измерению дальности. 9/10 of a mile and have him wired. Super, Tom. Houston, flight, Цуп, Москва. Корабль «Союз» готов к стыковке. Sure, the flight director and the other people here in the control center are happy to know that. I'd like you to know that Apollo is go for dock also. Спасибо, Юрий Степанович, очень рада это слышать. Я уверен, что все остальные наши управленцы и руководитель полета будут тоже очень рады это слышать. Что касается Аполлона, Аполлон тоже готов к стыковке. And if you'll excuse me just for a minute, I'll pass that word on now. Вы меня сейчас извините, я передам ваше разрешение на стыковку. You can see his antennas from out here, Dick. Roger. Apollo, Houston, I got 2 messages for you. Moscow is go for docking. Houston is go for docking. It's up to you guys. Have fun. All righty, sounds good. Follow me now, Mila, Alexei. Juillet 1975, à 2000 mètres au-dessus de l'Atlantique, 2 vaisseaux, l'un russe, l'autre américain, s'apprêtent à s'arrimer dans l'espace. La mission Apollo-Soyouz est en cours.
Les vaisseaux restent soudés pendant 2 jours. Et les 2 équipages mettent ce temps à profit pour réaliser des expériences et tester divers problèmes de comptabilité dans l'espoir de mettre au point une norme standard pour de futures missions spatiales. Le projet Apollo-Soyouz, qui a demandé 3 années de préparation, marque un tournant dans les relations américano-soviétiques. Il est la preuve que les 2 nations sont capables de dépasser leur rivalité politique pour poursuivre un même but, la mise au point de vols spatiaux communs. Here he comes, just above the docking module. Looks real pretty. Les tout débuts des missions spatiales habitées ont constitué un temps fort de l'histoire de l'Amérique. L'ère spatiale s'ouvrait, annonçant des possibilités infinies. C'est le président John Kennedy qui a lancé l'Amérique à la conquête de cette nouvelle frontière. Au début des années 60, il s'engage à ce que les États-Unis envoient un homme dans l'espace, puis sur la Lune, et surtout prennent la tête de la course à l'espace. Mais par-delà l'enthousiasme, l'époque est également à l'inquiétude, car le perfectionnement de la science des fusées est aussi perçu comme une menace. Ces lanceurs capables d'envoyer des hommes dans l'espace peuvent servir des desseins plus sombres et être utilisés comme armes nucléaires. Lorsque Kennedy arrive à la Maison-Blanche, l'arsenal nucléaire américain est considérablement inférieur à celui des soviétiques. Sous son impulsion, l'Amérique se lance dans une course contre la montre pour combler ce retard. Jamais le spectre d'une guerre nucléaire n'a semblé aussi réel, et le président Kennedy ne peut l'ignorer. This May Day celebration in Moscow gives the Russians the opportunity to crow loud and long over the West. For the theme running through the parade is Triumph in Space. They have no intention of letting the world forget that they were first in orbit, and of course Yuri Gagarin is the featured guest who sees a rocket balloon launched in his honor. En entrant dans l'arène spatiale, les Soviétiques ont pris les Américains de vitesse. Et quand Yuri Gagarin est devenu le premier homme dans l'espace, l'Amérique n'a plus qu'un désir, reprendre l'avantage sur l'URSS. A commencé alors un duel entre les 2 nations, à coups de grandes premières qui furent autant d'opérations de prestige. Mais la question de fond reste l'ampleur du volet militaire dans cette course à l'espace. Alors même que la guerre froide se durcissait, l'intérêt purement scientifique de l'exploration spatiale fut petit à petit relégué au 2e plan. The face of a people whose leaders would wipe out democracy. En octobre 1962, la tension atteint son paroxysme avec la crise de Cuba. Ayant, grâce à des avions U-2, découvert la présence de bases de missiles secrètes sur le sol cubain, le président Kennedy adresse un ultimatum aux Soviétiques. Les États-Unis et l'URSS s'engagent alors dans un bras de fer qui les mène au bord du conflit nucléaire. Pour les Américains, la présence de missiles soviétiques si près de chez eux est inacceptable. De son côté, Fidel Castro est convaincu de l'imminence d'une attaque américaine. Une reculade des Soviétiques semble plus qu'improbable. Et Kennedy a déclaré qu'en cas de non-retrait des missiles, l'Amérique lancerait des frappes aériennes massives sur les bases soviétiques, puis envahirait Cuba. Pendant ce temps, le reste du monde assiste impuissant au duel entre les 2 superpuissances. That the United States and the Soviet Union confer promptly on measures to remove the existing threat to the security of the Western Hemisphere and the peace of the world. Des négociations diplomatiques menées en secret parviennent finalement à désamorcer la crise. Les Russes renoncent à leur base cubaine et les missiles sont retirés. Cette dangereuse épreuve de force
va avoir un impact contradictoire sur le contrôle de l'armement nucléaire. Les deux grands signent en effet un traité de non-prolifération nucléaire, tout en continuant à développer leur arsenal à un rythme inquiétant. Le résultat est effrayant. Très vite, chacune des deux nations acquiert la capacité d'anéantir l'autre plusieurs fois. Il faut attendre 1969 et les conversations sur la limitation des armements stratégiques qui aboutiront 3 ans plus tard aux premiers accords SALT pour voir naître l'ébauche d'une politique de détente. Détente qui permettra un relatif dégel des relations Est-Ouest durant une bonne partie des années 70. Mais en 1981, l'arrivée du gouvernement Reagan provoque un regain de tension. La position du président américain à l'égard de l'Union soviétique est claire. We cannot simply assume every nation wants the peace that we so earnestly desire. We're menaced by a power that openly condemns our values and answers our restraint with a relentless military buildup. Reagan n'hésite pas à qualifier ouvertement l'Union soviétique d'empire du mal et soutient que l'Amérique n'a d'autre choix que de répondre par la force. Les États-Unis se lancent alors dans le programme de réarmement le plus important jamais engagé en temps de paix, et les Soviétiques s'efforcent de suivre. Ronald Reagan a toujours jugé extrêmement dangereux le principe de dissuasion ou d'équilibre de la terreur qui domine les relations Est-Ouest depuis des décennies. Il veut mettre en place une nouvelle stratégie. En 1983, il crée l'Initiative de défense stratégique, ou IDS, un programme de recherche complexe visant à mettre au point un dispositif antimissile installé dans l'espace. Le projet est immédiatement surnommé la guerre des étoiles. L'idée est extraordinaire et terrifiante, tant pour l'URSS que pour les alliés des États-Unis. La perspective de voir les États-Unis développer des armes dans l'espace provoque l'indignation générale. Car si un bouclier défensif devait voir le jour au-dessus du territoire américain, les autres pays membres de l'OTAN deviendraient les cibles de choix de l'arsenal nucléaire soviétique. En 1988, le budget du programme IDS est réduit de 30%. Et moins de 2 ans plus tard, la guerre froide prend fin. Sans être pour autant abandonné, le projet de guerre des étoiles n'est plus, loin s'en faut, une priorité de la défense nationale américaine. Mais s'il devait un jour se réaliser, quelles conséquences aurait-il sur l'avenir de la planète ? Feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Great shadow. Tout comme la course à l'armement, la course à l'espace qui oppose les États-Unis à l'Union soviétique a atteint son apogée dans les années 60. Et à la fin de la décennie, ce sont les Américains qui menaient le jeu. OK, engine stop. Engine arm off. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys. Lorsque Apollo 11 se pose sur la Lune, c'est l'aboutissement de 10 ans de préparation, de travail acharné et de défis techniques complexes à relever. Tous les ingénieurs, scientifiques et astronautes du projet Apollo voient leurs efforts récompensés lors de cet instant magique. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Par ces quelques mots adressés au monde entier, Neil Armstrong célèbre l'intelligence humaine par-delà la notion de pays. Pour la NASA, la consécration s'accompagne d'une revanche prise sur l'ennemi. Les États-Unis ont battu l'URSS dans la course à la Lune. Forts de leur premier succès et de leur expérience des vols spatiaux, les Soviétiques se sont longtemps crus imbattables. Mais c'était compté sans la détermination des Américains. Dans les années 60, sans doute par excès de confiance,
les Russes ont perdu un temps précieux alors même que les États-Unis redoublaient d'efforts pour mettre au point le programme Apollo et développer leur industrie spatiale. Mais si elle a perdu une bataille prestigieuse, l'URSS ne s'avoue pas pour autant vaincue. Elle change de stratégie et réoriente son programme spatial. L'objectif des Russes sera désormais d'être les premiers à gérer une station orbitale, station qu'ils baptiseront Salyut, salut en russe. Salyut 1 est injectée en orbite en avril 1971. Elle est constituée de 3 éléments principaux, un compartiment de transfert, une station de travail en 2 parties et un module de service. C'est le vaisseau Soyouz, conçu à l'origine pour tester les techniques de rendez-vous et d'arrimage dans le cadre du programme lunaire, qui achemine les cosmonautes jusqu'à Salyut. Le premier arrimage avec la station orbitale est réalisé par l'équipage de Soyouz 11. Durant 22 jours, les 3 cosmonautes réalisent une série d'expériences et d'essais techniques. Malheureusement, le succès soviétique tourne à la tragédie. Les 3 cosmonautes périssent au moment de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Après cet échec, les Soviétiques redoublent d'efforts pour réaliser la première mission sur station orbitale avant les Américains. Mais il est déjà trop tard. En mai 1973, les États-Unis lancent Skylab, la première station orbitale américaine. On y retrouve certains éléments de la fusée Apollo-Saturne conçue pour les missions lunaires, entre autres les modules de commande et de service. Haute de 15 mètres, la station est une version modifiée du dernier étage de la fusée Saturne V et sert de laboratoire spatial aux scientifiques astronautes américains. Au cours de l'année 73, Skylab accueille 3 équipes successives d'astronautes, alors que les Soviétiques, eux, en sont encore à la mise au point de leur première mission sur Salyut. En juillet 1974, enfin, les Soviétiques comblent leur retard. L'équipage de Soyouz 14 séjourne à bord de Salyut 3. Mais contrairement à Skylab, Salyut 3 est une plateforme militaire habitable. 2 ans plus tard, une autre station orbitale militaire est injectée en orbite terrestre, Salyut 5. Les Soviétiques laissent filtrer très peu d'informations sur ses objectifs, mais elle sera plus tard considérée comme la dernière station orbitale soviétique à caractère militaire. Si les Américains n'ont jamais placé de station spatiale militaire en orbite, le projet avait pourtant été sérieusement envisagé dans les années 50. Il émanait de Wernher von Braun, chargé par l'armée de terre américaine de diriger un programme de recherche sur les missiles guidés. Gentlemen, the conquest of outer space is the greatest technological challenge of the age in which we live. En 1955, von Braun présente son projet devant l'état-major américain. Une grande station spatiale en forme d'anneau, composée de 12 segments cylindriques assemblés en orbite. Elle pourra servir de laboratoire spatial et de base de lancement pour des missions lointaines et surtout de plateforme militaire pour bombarder des cibles terrestres. And it is my opinion that such bombing could be carried out with an unprecedented accuracy from such a station. Mais la gigantesque station imaginée par von Braun ne verra jamais le jour. À la fin de la décennie, c'est au projet Mercury proposé par la NASA qu'est affecté l'essentiel des fonds destinés à financer les programmes spatiaux. Par la suite,
l'armée de l'air américaine proposera la création d'un laboratoire orbital habité, mais là encore le projet sera abandonné faute de financement. Pour le Congrès américain, il est plus aisé de voter et de justifier des crédits pour des programmes civils, comme la station Skylab. En l'absence de gravité terrestre, les astronautes risquent une détérioration des os et des muscles s'ils ne s'astreignent pas à des exercices physiques réguliers et un régime alimentaire approprié. Avec Skylab, les Américains étudient les autres effets sur l'organisme d'un séjour prolongé en apesanteur. Les astronautes réalisent plus de 250 expériences dans les domaines de la physique spatiale, de la biologie et de la météorologie. À l'aide de caméras et de filtres spéciaux, ils enregistrent notamment différentes fréquences de lumière réfléchies par le sol terrestre. Pour les militaires, Skylab constitue un poste d'observation inestimable. Mais les opposants au projet de station spatiale militaire habitée objectent qu'un satellite automatisé serait plus à même de surveiller les pays inaccessibles aux avions de reconnaissance. Les Américains n'ont jamais réussi à déterminer le nombre exact de lanceurs mobiles de missiles dont disposait l'Union soviétique, ce qui ne facilitait guère les négociations sur la limitation des armements. Celles-ci font pourtant un bond en avant en 1972 avec la signature du traité sur les missiles antibalistiques conclu dans le cadre des accords SALT. Ce traité amorce le principe de réduction de l'arsenal nucléaire des deux superpuissances et le climat de détente qu'il engendre permet la signature d'un accord historique qui fait entrer l'exploration spatiale dans une ère nouvelle. Désormais, astronautes et cosmonautes vont travailler ensemble dans l'espace. En février 1975, une équipe de cosmonautes accompagnée de leur équipe technique arrivent à Washington. C'est leur dernière visite aux États-Unis avant le lancement de la mission Apollo-Soyouz. 3 ans ont passé depuis qu'Américains et Soviétiques ont décidé de coopérer dans le cadre d'une mission spatiale commune et d'ici quelques mois, 3 astronautes et 2 cosmonautes se rencontreront dans l'espace et travailleront ensemble. Les équipages américains et soviétiques se sont rencontrés à maintes reprises pour apprendre à communiquer dans leurs langues respectives et suivre des séances d'entraînement communes. Car avant d'être les symboles de la rencontre entre deux cultures, ces hommes sont des pilotes et des ingénieurs expérimentés. Well, good morning, everybody. Welcome, cosmonauts and astronauts. Depending on where you're standing, you can see all 3 of the vehicles in our manned space program. They are with us this evening. Ils incarnent l'espoir d'un âge nouveau, celui de la coopération spatiale. Ils savent qu'ils ne pourront collaborer que s'ils apprennent à mieux se connaître et à apprécier leurs différences culturelles. Ils s'habituent ensemble à la nourriture qu'ils mangeront dans l'espace, avec au menu spécialités soviétiques et américaines. Certes, ils ne sont pas à l'abri des incompréhensions, mais les uns et les autres savent que l'obstacle culturel n'est pas insurmontable. C'est la grande leçon du projet Apollo-Soyouz. Pour comprendre l'autre, il faut s'ouvrir à sa culture. Le vaisseau Soyouz sera commandé par le colonel Alexei Leonov, qui a déclaré au cours de l'une de ses visites aux États-Unis vouloir visiter Hollywood. Because I want to be a movie star. No, I don't want. Tom Stafford want. Leonov a une longue expérience de la navigation spatiale. En 1965, il a été le premier homme à marcher dans l'espace au cours de la mission Voskhod 2. Côté américain, c'est le général Tom Stafford qui commandera le vaisseau Apollo. We have a working relationship
That's quite good with the Soviet Union. I'm sure it's going to continue. Il a participé au premier rendez-vous dans l'espace à bord de Gemini 6, puis a commandé l'équipage d'Apollo 10, le premier à faire le tour de la Lune et à tester la fiabilité du module lunaire qui allait servir aux opérations d'alunissage des missions à venir. L'équipage américain compte un autre ancien, un civil, Donald K. Dick Slayton. Appartenant au groupe des 7 du projet Mercury, il a été retenu comme pilote du 4e vol habité du programme. De légers troubles du rythme cardiaque l'ont contraint à interrompre sa carrière. Mais il a dirigé les opérations de vol de toutes les missions spatiales habitées américaines, dont les missions lunaires et les missions sur Skylab. En 1972, il a retrouvé le statut de pilote et la NASA l'a sélectionné comme pilote du module d'arrimage de la mission Apollo-Soyouz. L'équipage russe compte lui aussi un civil, Valery Kubasov, l'ingénieur de vol du vaisseau Soyouz. En 1969, il a piloté Soyouz 6 durant 118 heures. Du côté américain, le 3e membre d'équipage est Vance Brand, un civil, pilote d'essai et ingénieur en aéronautique. Il a fait partie de plusieurs équipages de réserve, mais il n'a encore jamais été dans l'espace. Il pilotera le module de commande. Autour de ces hommes, de nombreux ingénieurs et techniciens, américains et soviétiques, travaillent ensemble depuis 3 ans à la préparation de la mission, dans un climat harmonieux, alliant respect et courtoisie. En dépit du fossé linguistique et des profondes différences politiques et technologiques qui séparent les deux équipes, la collaboration s'avère fructueuse. Le travail a été divisé en 5 domaines de recherche: moyens de communication et dispositifs de poursuite, systèmes de survie et dispositifs de transfert des équipages, organisation de la mission, dispositifs de contrôle de vol et de guidage, et enfin conception mécanique. Au premier plan de ce dernier domaine, la mise au point du premier système d'arrimage universel. Le principal objectif de la mission Apollo-Soyouz sera de tester la fiabilité de ce nouveau système qui doit permettre de réunir dans l'espace 2 vaisseaux de conception différente. L'autre intérêt de ce système universel est qu'il pourra rendre possible une opération de sauvetage dans l'espace en cas de problème lors d'une mission. Les vaisseaux Apollo et Soyouz étant incompatibles à bien des égards, les équipes américaines et soviétiques doivent chacune fabriquer leur propre partie du système d'arrimage. Mais l'interface entre les 2 dispositifs, le module d'arrimage, est de conception commune. Les équipes doivent également instituer des procédures communes, et donc apprendre la langue de leurs collègues. Quand vient l'heure pour les soviétiques d'accueillir chez eux les astronautes, ils se montrent des hôtes aussi chaleureux et attentionnés que l'avaient été leurs homologues américains. Les réceptions de bienvenue sont empreintes du même esprit d'amitié et d'ouverture. La boucle est bouclée. Pour son dernier vol, la mission Apollo travaille main dans la main avec la nation qui a été à l'origine même de la création du programme Apollo, et Apollo-Soyouz marque les débuts de la future coopération internationale dans l'espace. Pour l'heure, les Russes font découvrir leur culture et leurs coutumes à leurs invités. Les Américains se rendent en URSS à 3 reprises. Et lors de leur dernière visite en avril 1975, les Russes acceptent de leur ouvrir les portes du centre de lancement de Baïkonour au Kazakhstan.
Là, l'équipe américaine découvre MiG, le bâtiment d'assemblage du vaisseau soviétique. Contrairement aux Américains qui ont opté pour un montage vertical des véhicules spatiaux, les Russes assemblent leurs vaisseaux horizontalement, avant de les acheminer par rail jusqu'à la rampe de lancement. La visite de Baïkonour n'était pas prévue au programme et constitue un événement sans précédent. C'est Tom Stafford qui a insisté pour que son équipe puisse observer de près le vaisseau russe. Pour le commandant d'Apollo, il est indispensable que les astronautes puissent visiter au sol le vaisseau dans lequel ils séjourneront dans l'espace. Et il l'a clairement fait savoir aux autorités soviétiques. Baïkonour est une base militaire, et les soviétiques sont résolus à ne rien dévoiler de leur programme national. Les Américains n'auront donc accès qu'à l'équipement ayant un lien direct avec la mission Apollo-Soyouz. Les astronautes sont autorisés à monter à bord du vaisseau et se familiarisent avec la capsule soviétique. La mission Apollo-Soyouz repose pour l'essentiel sur la NASA. Le vaisseau Apollo, plus perfectionné, offre en effet une plus grande souplesse de manœuvre et peut demeurer en orbite plus longtemps. Et sa fusée Saturne 1B est suffisamment puissante pour injecter le module d'arrimage en orbite, chose dont le lanceur soviétique A2 n'est pas capable. Le système d'arrimage n'a pas pour seule fonction de relier les deux véhicules. Il assure également la transition entre deux environnements atmosphériques différents. Lors des transferts, il servira de sas de décompression pour accoutumer les équipages aux écarts de pression atmosphérique. À l'occasion de leur dernière visite aux États-Unis, les cosmonautes s'entraînent pendant 2 semaines à Houston et visitent le centre spatial Kennedy en Floride. Le lancement est prévu pour le 15 juillet 1975 et Américains et Russes espèrent que les choses se passeront aussi bien lors de la mission que lors des 3 années de préparation. En raison du mouvement de rotation de la Terre, les 2 fusées doivent décoller en milieu d'après-midi. Mais le milieu d'après-midi à Baïkonour correspond au milieu de la nuit en Floride. C'est pourquoi, à l'heure où l'équipe de nuit américaine prépare Saturne 1B au décollage, le compte à rebours a déjà commencé au cosmodrome. C'est la première fois que les soviétiques annoncent à l'avance l'heure de décollage d'un vaisseau habité et qu'ils retransmettent l'événement en direct à la télévision. 8 contrôleurs de vol de la NASA sont présents au centre de contrôle de Moscou pour la durée de la mission. Ils suivent sur les écrans le décollage de Soyouz. Le vaisseau s'élève au-dessus des plaines du Kazakhstan. Il rejoindra bientôt l'orbite qui lui a été assignée. À Cap Canaveral, les astronautes entament les derniers préparatifs avant le décollage. Ils apprennent l'insertion en orbite du vaisseau Soyouz. Tout se déroule comme prévu et les conditions météorologiques sont idéales. Comme pour chaque lancement Apollo, la foule se masse le long des routes et sur les plages près du site de lancement. Une tradition née avec le programme et qui s'est maintenue tout au long des différentes missions. Mais ce vol constitue le dernier de la série et marque un tournant dans le programme spatial américain. Il faudra en effet attendre 6 ans et la mise au point de la navette spatiale américaine pour que la NASA programme à nouveau des vols habités. Until thrust builds up. 11. Engine ready, light on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, engine sequence start. 1, 0, launch commit. We have a liftoff. All engines building up thrust. Moving out. Clear the tower. Roger, power clear. Roger, Tom, you got good thrust on all engines. You're right on the money. 30 seconds, we're on the way. Stand by for mode 1 Bravo. Mark, 1 Bravo. 1 Bravo, 2 G's. Roger. And cabin pressure's coming down. Roger. Apollo Houston, you're go for station.
Okay, and that light is on the 4B. We got acceleration. Roger. Moins de 3 heures après le décollage, Tom Stafford procède à l'extraction du module d'arrimage, puis au largage du lanceur. Une fois sur orbite, durant 2 jours, le vaisseau américain ajuste sa vitesse à l'aide de ses propulseurs pour se rapprocher de Soyouz. Entre-temps, les astronautes préparent le module d'arrimage afin de pouvoir aller rejoindre leurs homologues soviétiques pour le moment le plus fort de la mission, celui que tout le monde attend. Okay, copy. This is Apollo Control. Apparently the TPI maneuver was indeed successful. Tom Stafford reported from Apollo that he was station keeping with Soyuz. Both control centers, Moscow and Houston, have given a go for docking. Soyuz Apollo, dock switches. I need you 585. Hello, Houston. Le 17 juillet à 11h du matin, heure de Houston, Apollo n'est plus qu'à une centaine de mètres de Soyouz. Tom Stafford porte Apollo à la hauteur du vaisseau russe. À Moscou et à Houston, tous attendent l'instant de vérité en regardant les images retransmises par satellite. Tandis que Tom Stafford réduit encore la distance qui le sépare de Soyouz, Alexei Leonov incline son vaisseau de 60 degrés pour l'aligner avec Apollo avant la manœuvre finale. Capture. We also have capture. Roger, Tom. We'll pass it on. Soyuz and Apollo are shaking hands now. Houston Apollo. Go ahead, Tom. Говорит профессор Бушуев, это Tell Professor Bouchouyev it was a soft docking. Sur Terre, des millions de téléspectateurs assistent à la jonction des deux vaisseaux. Qui 10 ans plus tôt aurait pu prévoir qu'un jour, un soviétique et un américain se serreraient la main dans l'espace. Go ahead, Tom. Alexei. Just a moment. If you turn on the camera, hit the remote. Okay. Here. Camera. Glad to see you. Here. Это Рощиден, Советский Союз, Соединенных Штатов. En raison de la différence d'atmosphère entre les deux vaisseaux, les deux trappes du module d'arrimage ne peuvent pas être ouvertes en même temps. Tom Stafford et Dick Slayton sont les premiers à pénétrer dans le vaisseau soviétique, tandis que Vance Brandt reste dans la capsule américaine pour surveiller les systèmes de commande. Pour marquer l'événement, le dirigeant soviétique Leonid Brejnev et le président américain Gerald Ford adressent leurs félicitations à l'équipage. Useful cooperation in space between our two countries. And I'm confident that the day is not far off when space missions made possible by this first joint effort will be more or less commonplace. And may I say, in signing off, here's to a soft landing. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Cette première journée de la mission commune est empreinte d'une certaine solennité. Les deux commandants procèdent à un échange de drapeaux, puis chaque membre de l'équipage signe un certificat officiel d'arrimage. Vient ensuite l'heure du repas, qui n'a rien d'un grand festin, mais comme le fait remarquer Alexei Leonov, ce qui importe le plus dans un repas, ce n'est pas ce qu'on mange, mais avec qui on mange. Le lendemain, c'est au tour de Vance Brandt de monter à bord de Soyouz pour rendre visite à Valéry Koubasov,
tandis qu'Alexei Leonov est reçu sur Apollo par Tom Stafford et Dick Slayton. Le programme Apollo de cette deuxième journée comprend la visite filmée de chaque vaisseau. Kubasov filme Soyouz pour la télévision américaine, tandis que Tom Stafford présente Apollo aux téléspectateurs d'Union soviétique. Les astronautes remettent une boîte contenant des graines à Alexei Leonov pour qu'il plante des arbres américains en territoire russe en souvenir de la mission. Tom Stafford unit les deux moitiés d'une médaille Apollo-Soyouz, symbole de la jonction historique des deux vaisseaux. Puis avant de retourner dans leurs vaisseaux respectifs, Américains et Soviétiques échangent une dernière poignée de main. Les expériences conjointes vont se poursuivre, mais les deux vaisseaux seront désarrimés. Les équipages ne se reverront plus avant leur retour sur Terre. This is Apollo Control. At acquisition here, we should have confirmation of undocking and a real-time television picture of Soyuz from Apollo as it backs away in preparation for the solar eclipse. Pour réaliser cette expérience unique, Apollo va simuler une éclipse solaire artificielle pour l'équipage soviétique en se positionnant entre Soyouz et le Soleil. Le vaisseau russe dirigera alors ses appareils vers le vaisseau américain pour photographier la couronne solaire. Sur Terre, les éclipses solaires sont rares et brèves, et ces photos seront d'une grande utilité pour la recherche scientifique. Les deux équipes procèdent ensuite à un second arrimage. Cette fois, c'est Dick Slayton qui pilote manuellement le vaisseau américain, et du côté soviétique, l'adaptateur d'arrimage est activé. La jonction, bien qu'un peu chaotique, est un succès. La compatibilité entre les deux systèmes d'arrimage est une nouvelle fois démontrée. Quelques heures plus tard, les deux vaisseaux se séparent pour la dernière fois. La dernière expérience menée conjointement par les deux équipes consiste à déterminer la quantité d'atomes d'oxygène et d'azote présents dans la haute atmosphère. Apollo se met en position et dirige des rayons lumineux d'une certaine longueur d'onde vers un réflecteur fixé sur Soyouz. Les rayons sont alors réfléchis vers Apollo et analysés par un spectromètre. L'expérience permettra aux scientifiques d'enrichir leurs connaissances sur la composition de la haute atmosphère. Avec cette dernière expérience, s'achève la part commune de la mission Apollo-Soyouz. Le vaisseau soviétique prend le chemin du retour et Apollo poursuit sa route seul pour 4 jours. Good morning again. Jim Hartz and Alan Shepard from the Mission Control Center in Houston, Texas. Live this morning, the Soviet spacecraft is about to land in the Soviet Union. La couverture médiatique qui accompagne le retour du vaisseau soviétique rappelle par son ampleur celle dont a bénéficié Neil Armstrong faisant ses premiers pas sur la Lune. Pour la première fois en Union soviétique, la descente de Soyouz est filmée en direct depuis les hélicoptères de récupération. Freiné par ses rétrofusées, le vaisseau amérit sans encombre. L'agence spatiale russe accueille avec tous les honneurs Alexei Leonov et Valery Kubasov, les nouveaux héros de l'aventure spatiale. Le vaisseau américain, quant à lui, est toujours en orbite. L'équipage poursuit ses recherches en sciences de l'espace, de la vie et de la Terre. Ces recherches seront les dernières réalisées par des astronautes en mission avant le lancement de la première navette spatiale américaine en 1981. Enfin, le 24 juillet 1975, Apollo largue le module d'arrimage et l'équipage américain se prépare aux manœuvres de rentrée atmosphérique et au retour sur Terre. Go. Guido. Go. Retro. Go flight. GNC. Go flight. Apollo Control, 99 hours, 29 minutes, phase elapsed time. Flight Director Frank Littleton. Go. Pulsing his flight controllers. ECOM reports everything looks fine. Go for the burn. Okay, Crip, everything's up. Reach
Up here, the only thing we're concerned about is that you've got all your splashdown parties coordinated, over. Well, I've been working on that. Okay, sounds good. C'est la fin d'une extraordinaire aventure qui aura duré en tout 3 ans. L'équipage américain est de retour. Apollo vient de réaliser son dernier voyage. L'accord signé en 1972 entre les deux superpuissances a été pleinement rempli. Les astronautes quittent un engin usé, dernier vestige d'une époque désormais révolue. Mais cette capsule aura aussi servi à faire évoluer les mentalités et à préparer l'avenir de la conquête spatiale. Les 3 Américains qui ont partagé avec leurs 2 homologues soviétiques les soucis et les joies de la mission Apollo-Soyouz reviennent sur Terre en pionniers d'une ère nouvelle. Une ère où la conquête de l'espace sera le fruit d'une coopération internationale. Atlantis Houston, we have good downlink video. Juillet 1995, 20 ans se sont écoulés depuis la mission Apollo-Soyouz. La navette spatiale américaine Atlantis s'approche de sa cible. La station orbitale Mir attend son visiteur américain pour une autre première, l'arrimage d'une navette spatiale américaine avec la station russe, lancée 9 ans plus tôt. En orbite terrestre depuis 1986, l'engin de 150 tonnes semble être le dernier survivant d'une époque révolue. Mais en réalité, l'après-guerre froide a donné une nouvelle jeunesse à la station russe. Celle-ci sert désormais de laboratoire de recherche à des équipages russes et américains. À ce jour, 9 arrimages de la navette à la station Mir ont été programmés. La NASA a versé quelques 470 millions de dollars à l'agence spatiale russe pour que les astronautes et leur matériel de recherche puissent séjourner sur Mir. Cet accord fait partie d'un programme développé en commun par les 2 nations qui vise un projet bien plus ambitieux encore, l'élaboration d'une station spatiale internationale. La phase 1 de l'accord prévoit la réalisation d'expériences scientifiques par des équipages américano-soviétiques. Pour les Américains, Mir offre notamment la possibilité de tester les limites de l'organisme lors de vols spatiaux de longue durée, chose que les Russes ont eu l'occasion de faire depuis les premières stations Salyut dans les années 70. Cette phase prévoit également de surveiller l'évolution de la pollution atmosphérique terrestre et de réaliser diverses expériences dans le domaine de la biologie cellulaire. Dans la phase 2 du projet, la NASA et l'agence spatiale russe dirigeront un consortium mondial visant à mettre au point la station spatiale internationale. En russe, Mir signifie à la fois le monde et la paix. Un nom idéal pour une station qui, bien que vieillissante, est devenue la pierre angulaire d'une future alliance spatiale entre plusieurs nations. Cette sortie dans l'espace, réalisée en 1997 par des astronautes russes et américains depuis la station Mir, est une grande première. Elle évoque immanquablement une autre réunion dans l'espace, survenue 20 ans plus tôt. En 1990, une rencontre Apollo-Soyouz a été organisée pour commémorer la première mission américano-soviétique. Et lors d'une conférence de presse, 2 anciens membres de l'équipage, Dick Slayton et Alexei Leonov, ont fait part de leurs réflexions.
and make it happen, in spite of the fact that we're using different languages, different cultures, and different measurement systems, as a matter of fact. And I think that's what we both learned, and that lesson can certainly be applied to subsequent missions like the Mars exploration. Мы нашли возможность продемонстрировать народам всего мира. I think that in that difficult situation which existed in the world at that time, we showed to peoples all over the world that we can accomplish big tasks, not only on the ground but in space too. La mission Apollo-Soyouz est la preuve qu'en choisissant de s'entraider, les hommes sont capables de repousser les limites du possible et qu'il reste encore bien des aventures à vivre dans l'espace. L'avenir est plein de promesses. La Station spatiale internationale devrait être opérationnelle d'ici l'an 2000. Elle pourra accueillir des équipages venus du monde entier et rendre plus réalisables des voyages lointains vers la planète Mars et au-delà. Et si l'exploration spatiale devient véritablement internationale, elle offrira des possibilités aussi infinies que l'espace lui-même.